Eh bien, bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Nous vous proposons une présentation sur le télétravail et la cybersécurité d'environ 30 à 40 minutes. Cette présentation sera suivie d'une séance de questions-réponses. Donc, on vous demande de, s'il vous plaît, garder vos questions pour la fin et on profitera de cette occasion pour ouvrir vos micros pour que vous puissiez poser vos questions ou poser vos questions par le chat si vous préférez. Je me présente, je suis Aurélien Fuchs, j'ai la responsabilité du marketing et de la communication pour les sociétés Promosoft Informatique, AMI DSI Informatique et Project SI pour sa branche infrastructure. Tout d'abord, le pourquoi de ce webinaire aujourd'hui. Eh bien, en fait, pour ceux qui ne sauraient pas, l'activité infrastructure de Project SI a récemment intégré Promosoft Informatique. Ce rapprochement a permis d'unir les compétences de chaque société et ainsi d'apporter une offre de services plus étendue, notamment en termes de cybersécurité, via le partenariat historique de Project SI avec WatchGuard. La deuxième raison de la tenue de ce webinaire aujourd'hui est l'avènement du télétravail et les conséquences que cela peut avoir sur la sécurité informatique des entreprises. En tant que professionnels référencés par le dispositif de cybermalveillance, nous souhaitions vous sensibiliser face à l'ampleur des cyberattaques de plus en plus nombreuses, en vous présentant aujourd'hui les solutions de sécurité qui existent pour vous en protéger. Et qui de mieux que Pascal Ledigol de WatchGuard pour vous en parler. Pascal, bonjour. Bonjour Aurélien, bonjour à tous. Merci de cette opportunité de parler télétravail aujourd'hui et surtout cybersécurité avec ce sont deux sujets qui sont qu'il faut réussir à marier comme il faut. C'est ce que justement on va regarder dans ce webinaire. Pascal, je vous laisse vous présenter puis je vous laisse la parole pour l'animation de ce webinaire. Donc je suis Pascal Ledigol, je suis le responsable France de WatchGuard. Donc WatchGuard est un éditeur de cybersécurité. Justement sur les différentes solutions qui peuvent aider à sécuriser le télétravail. Je vais pas dans ce webinaire, je ne vais pas beaucoup parler des produits en tant que tels, mais plutôt du cadre du télétravail, de la problématique que ça pose, et puis je vais essayer de vous donner un certain nombre de bonnes pratiques, que ce soit organisationnelles ou techniques. De temps en temps, on parlera un petit peu des produits qui sont mis en parallèle, mais de toute manière, ça donnera, si vous avez des questions, bien entendu, possibilité d'en discuter avec vos commerciaux, vos référents techniques, et puis je serai à disposition de toute manière pour toutes vos questions si ça va un peu plus loin techniquement ou sur les solutions. Donc effectivement, l'avènement du télétravail qui est pas quelque chose de nouveau. Alors il est coutume normalement quand on parle d'un sujet de montrer des statistiques du Gartner sur le sujet. Ce que je ne vais bien entendu pas faire dans ce webinaire, puisque je pense qu'il n'y a personne à convaincre, et c'est sans doute pour cela que vous êtes ici, sur le fait que le nombre d'entreprises qui sont passées en télétravail depuis la pandémie est bien entendu colossal. Alors il y a effectivement des vrais stats Gartner qui le prouvent, mais je pense que c'est totalement inutile de les mettre. Je rappelle que dans la période où nous sommes, normalement, nous devons faire du télétravail quand c'est possible, c'est la loi française. Donc peut-être que vous l'êtes déjà tous d'ailleurs connectés à ce webinaire. Et du coup, l'implication sur la sécurité de l'entreprise, on va le voir, est assez considérable. La crise du Covid, c'est une période d'opportunité pour un certain nombre de personnes, et je ne fais pas référence aux gens qui font des vaccins. Je fais référence pour notre thématique aux pirates informatiques. En effet, les pirates informatiques, quand ils souhaitent attaquer des cibles, il y a un certain nombre de points qu'ils vont prendre en considération, et le premier, c'est ce qu'on appelle le sujet de prédilection. Un sujet d'actualité qui fait réagir tout le monde, qui fait que quand ils vont envoyer un email sur le sujet, ça va cliquer avec un taux de clic qui est assez important. Et donc effectivement, tout ce qui est autour de la pandémie aujourd'hui est un facteur idéal pour les pirates pour permettre d'attaquer des entreprises ou des particuliers. Aujourd'hui, on va plutôt s'attarder à la partie protection des entreprises, bien entendu, mais toute une série de bonnes pratiques que je peux indiquer dans ce webinaire sont aussi applicables à titre personnel, bien entendu. L'autre
opportunité pour les pirates, c'est que ce passage massif au télétravail fait que énormément de personnes se sont retrouvées chez eux à télétravailler avec un environnement informatique qui n'est pas celui usuel pour travailler. Et donc avec des bonnes pratiques, des habitudes qui ne sont pas là, qui ne leur ont peut-être pas été expliquées, qui plus est, et qui fait que ces personnes-là vont être des cibles idéales pour les pirates, parce qu'elles vont avoir des pratiques qui favorisent en fait pour les pirates l'accès à leur machine et donc par l'intermédiaire de leur machine, l'accès également à l'infrastructure d'une entreprise. Donc on va regarder tout ça dans ce webinaire aussi un peu plus en détail. Alors, parmi les pirates, il y a toujours des gentils. C'est vrai qu'au début de la pandémie, vous avez peut-être vu ce type d'article qui expliquait qu'un certain nombre de pirates ont promis de ne pas s'attaquer aux hôpitaux pendant la pandémie. Alors, il y en a effectivement. Oula. Non, c'est bon. Ok. Il y avait un petit problème de son. Alors, il y en a effectivement qui ont respecté cette promesse, mais très clairement, la promesse n'a pas tenu longtemps, puisque dans la foulée, il y a la PHP, donc les hôpitaux de Paris qui se sont pris une attaque, alors en l'occurrence une attaque de déni de service. Donc, elle n'a pas fait de dommages, elle a juste gêné l'usage pendant un certain temps. Mais je vous montrerai tout à l'heure, j'ai un slide qui vous montre les cibles en France sur les mois de décembre, novembre et je remonte jusqu'à septembre. Vous verrez qu'effectivement, il y a un certain nombre d'hôpitaux qui se sont fait toucher et assez violemment. Donc les pirates se sont clairement pas arrêtés à cette promesse initiale qui était de ne pas attaquer le secteur de la santé. Loin s'en faut, il y en a qui en ont profité parce qu'effectivement un hôpital qui est pris en otage avec les données qui sont chiffrées et qui on demande une rançon et qui derrière il y a des vies qui sont en jeu. De nombreux pirates se sont dit que ça pouvait faire de l'argent. Derrière ça, il y a tous ceux qui ont fait les traditionnelles arnaques sur Internet. On en a vu des tonnes sur des faux vaccins, sur des ventes de masques, mais qui sont une arnaque. C'est-à-dire que vous ne recevez jamais, vous payez, mais vous ne recevez jamais les masques. Vous avez peut-être vu des faux emails de l'Organisation mondiale de la santé qui demandaient des fonds. Mais qui n'était pas l'Organisation mondiale de la santé, mais bel et bien des pirates derrière qui vous extorquaient de l'argent. Donc la pandémie et le fait aussi de savoir que les gens sont en télétravail et donc sont potentiellement moins protégés, donc ça c'est ce qu'il va falloir changer, a fait en sorte que les pirates ont complètement monté la fréquence d'attaque et le volume d'attaque qu'ils ont fait depuis mars dernier. Et ça, on le voit à l'échelle internationale et on le voit très très bien à l'échelle française. Les cibles ont été nombreuses et de nombreuses entreprises ont été touchées. Alors, ce qu'on a vu également, je pense que vous connaissez tous un certain nombre de logiciels qui ont explosé pour le coup grâce à cette pandémie. Je pense notamment à un logiciel comme Zoom. Alors, on n'y est pas là aujourd'hui sur Zoom, mais Zoom effectivement a énormément bénéficié de cette pandémie et du passage en télétravail et du coup de nombreuses visioconférences qui se sont organisées et qui s'organisent toujours pour pouvoir continuer tout simplement à travailler. Et ce genre de logiciel, quand ils sont mis sur le devant de la scène, ils sont mis aussi sur le devant de la scène pour les pirates qui vont chercher ce qu'on appelle des vulnérabilités. Une vulnérabilité, c'est une espèce de bug de sécurité qui va permettre aux pirates un certain nombre de choses, prendre la main sur le PC, pouvoir exfiltrer de la donnée, pouvoir voler des mots de passe, etc. En l'occurrence, sur les premières versions de Zoom, il y a eu énormément de failles de sécurité. Il y a même eu des alertes du FBI, comme vous pouvez le voir. Il y a eu également des bugs. Ça, c'est un petit clin d'œil aux gens qui sont sur Mac et qui pensent qu'ils sont sécurisés parce que c'est du Mac. Également des bugs sur la version Mac qui permettaient de pirater la webcam. Donc, permettez tout simplement de vous voir alors que vous ne le souhaitez pas.
On a eu un bug qui permettait de voler les logins Windows du poste. Et pire, il y a eu une exfiltration de mots de passe Zoom sur le dark web. Donc plus de 500 000 mots de passe qui se sont retrouvés sur le dark web parce que Zoom protégeait pas bien ces logins-là. Donc vous voyez que c'est tout un... quand on change d'environnement et qu'on va se mettre à utiliser de nouveaux logiciels, c'est tout un environnement qu'il faut adapter à ça. Alors Zoom a réagi avec des versions qui sont aujourd'hui beaucoup plus matures d'un point de vue de cybersécurité, mais ça a laissé pendant un certain temps pas mal d'opportunités aux pirates pour attaquer. Donc c'est vrai que 2020, on a vu une vraie industrialisation des menaces. Alors là, je fais un peu trop dans l'ego sur ce slide-là parce que je m'auto-cite vu que c'est un article qui me cite, mais c'est vrai qu'on a la cybercriminalité est en hausse en 2020. Je crois que sur le secteur public, c'est une hausse de 50% des attaques. Donc sur tout ce qui est collectivité, mairie, etc. Sur le privé, on le sait un petit peu moins parce que parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas dire qu'elles se sont fait pirater, donc les données sont pas complètement accessibles, mais c'est probablement dans les mêmes ordres de grandeur. Donc effectivement, on est maintenant, quand on est en télétravail, non seulement plus à risque, mais en plus de ça, dans un contexte de cybersécurité beaucoup plus tendu, avec des pirates qui ont très largement augmenté le nombre d'attaques. Et c'est aussi le nombre de pirates qui a augmenté, pour être tout à fait clair. Donc là, je vous ai mis, pour être un peu concret sur l'état des attaques en France, je vous ai mis quelques petits exemples. Alors, quand je dis quelques, je vous ai mis le mois de décembre. Ça, c'est ce qui est paru dans la presse, donc ce qui c'est absolument pas exhaustif sur les entreprises ou les collectivités qui se sont fait pirater en décembre, mais ce sont ceux où il y a eu des articles de presse. Donc il y a d'ailleurs dans la présentation, si je passe la souris, je peux cliquer sur chacun de ces articles de presse. Vous voyez que vous avez le Grand Annecy qui s'est fait pirater, La Rochelle, Bayonne, Randstad, le centre hospitalier d'Albertville-Moutier, l'hôpital de Narbonne. Donc vous voyez que les pirates n'hésitent pas, ils touchent tout le monde. Donc ça, c'est ceux qui sont parus dans la presse. Souvent, la presse ne prend que des noms qui parlent. Ils oublient très souvent toutes les TPE, les petites PME qui se font pirater également, et il y en a eu beaucoup. Donc ça, c'était en décembre, ça c'était en novembre, ça c'était en octobre, et ça c'était en septembre. Alors je ne vais pas tous vous les lister, je vous laisse regarder un petit peu le slide, mais on voit bien, et il y a des articles il y a des journalistes qui en ont beaucoup parlé justement parce que cette augmentation inquiète énormément. On n'est pas en train de parler de gens où il y a eu des tentatives de piratage. On est en train de parler d'entreprises ou de collectivités où le piratage a réussi. Donc, et on n'est pas à Seattle. On est en France avec des monsieur bricolage et des choses, des entreprises locales qui se sont fait pirater. Donc la France est particulièrement visée, était particulièrement visée en 2020. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas en 2021. Donc effectivement, il y a des conclusions à en tirer par rapport à la cybersécurité du télétravail, comme on va le voir à partir de maintenant. Donc ce boom du piratage, c'est aussi le boom du piratage dans le contexte du télétravail. La raison, elle est simple, c'est qu'un pirate, quand il peut trouver un maillon faible, il ne va pas attaquer par l'endroit où c'est le plus compliqué. Il va attaquer, bien entendu, là où il va détecter une faille. Et si la faille est dans le télétravail, si la simplicité d'attaque est dans le télétravail, pourquoi est-ce qu'il va aller prendre en frontal le pare-feu d'entreprise alors qu'il peut passer par la petite porte, pirater un télétravailleur, remonter par un VPN, on en parlera. Bien entendu, le pirate, comme nous tous, il va au plus facile. Et si le télétravail est une passoire, il va passer par là. Donc, ce qu'on va regarder, c'est on va essayer de réduire les trous de la passoire. On va voir quelles sont les bonnes pratiques organisationnelles, techniques. C'est pas tout à fait exhaustif. J'ai essayé de
de parler de plein de choses dans les slides qui vont venir. J'essaie de pas trop être technique, mais s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des questions sur l'interface du webinaire. J'essaierai d'y répondre à la fin. Mais on va regarder ça. L'enjeu du télétravail, il est donc majeur dans ce contexte-là. Je pense vous l'avoir expliqué suffisamment. Mais il y a plusieurs autres sous-éléments de cet enjeu, de cette relation entre le télétravail et la cybersécurité. Le premier enjeu, il est en termes d'organisation. C'est-à-dire que si vous voulez que ça se passe bien, le télétravail, alors je sais que ça s'est fait un petit peu, pardonnez-moi l'expression, à l'arrache au mois de mars quand il y a eu le confinement, mais depuis on a eu le temps d'organiser les choses. Et si on veut que le télétravailleur soit dans le bon contexte, effectivement, il faut l'organiser à tous les niveaux de l'entreprise, que ce soit de l'organisation matérielle pour le télétravailleur, que ce soit de l'organisation fonctionnelle pour le télétravailleur. Il va falloir vraiment le mettre dans le cadre pour qu'il puisse se sentir en mode travail pour l'entreprise avec les sécurités qui vont autour. Et ça, c'est essentiel si on veut qu'il ait un sens de la responsabilité qu'il a joué dans tout l'écosystème de cybersécurité de l'entreprise. Il faut absolument que le télétravailleur réalise qu'il peut être le maillon faible et lui donner les armes pour qu'il ne le soit pas. Il faut qu'il ait ce sens de la responsabilité de la sécurité de l'entreprise. S'il ne l'a pas, bien entendu, il n'aura pas les bonnes réactions pour renforcer justement ce périmètre de sécurité qu'il faut mettre en place. Et donc pour ce faire, il faut ensuite également lui donner un certain nombre de bonnes pratiques. Ça, on en parlera tout à l'heure. Je vais en lister tout un certain nombre. Et puis, ce qu'il faut arriver à faire, c'est diffuser une culture de la cybersécurité. Je ne parle pas d'une culture de la peur de se faire pirater, c'est pas pareil, mais vraiment une culture de comment on gère les données, où est-ce qu'on stocke les données, comment on fait pour donner des données à quelqu'un d'autre à l'extérieur de l'entreprise, quelles sont les méthodes de stockage de ces données quand on veut les publier. Pas mettre ça sur des espaces de stockage qui sont accessibles en écriture par d'autres qui pourraient y mettre par exemple des malwares, vous imaginez. Donc il y a tout ça qu'il faut vraiment penser au sein de l'entreprise pour pouvoir éduquer les utilisateurs et générer cette culture auprès de tout le monde, ce que j'appellerais la culture du faire attention, parce que c'est un peu ça. Pour ce faire, il faut absolument communiquer correctement avec les télétravailleurs. Il faut communiquer ses attentes sur plein de sujets. D'abord, dans le mode de télétravail, bien entendu, sur les disponibilités qu'on attend des télétravailleurs, sur leur réactivité, sur les plateformes qu'ils doivent utiliser. Je le disais à l'instant, si les utilisateurs ont l'impression qu'ils peuvent stocker de la donnée et transférer de la donnée à l'extérieur comme ils le sentent, comme ils veulent, déjà on n'est pas dans de bonnes pratiques, donc il faut leur mettre à disposition les outils qui vont leur permettre de faire ça. Je prends l'exemple de WatchGuard tout simplement parce qu'on a ce type de communication. On nous a donné les différentes plateformes que l'on peut utiliser pour transférer de la donnée avec nos partenaires ou avec nos clients. Le reste, tout ce qui n'est pas dans ce qui nous a été indiqué, on ne l'utilise pas. Justement parce qu'on sait que ce sont des endroits de stockage qui ne sont pas protégés par l'entreprise, qui ne sont pas surveillés par l'entreprise et qui peuvent du coup être des sources de piratage ou d'échange de fichiers qui peuvent être vérolés. Donc vraiment important de communiquer quels sont les bons outils, les bonnes plateformes à utiliser aux télétravailleurs. Également, quels sont les appareils, les équipements à utiliser. On en reparlera. J'ai une vision assez stricte de l'usage des équipements en mode de télétravail. Certaines entreprises peuvent pas aller jusque-là, mais on en discutera. Et puis la culture du signalement des incidents. C'est-à-dire que trop souvent, un télétravailleur qui voit un truc bizarre, il va le garder pour lui, il va pas en parler avec l'informatique interne, alors que c'est vraiment essentiel qu'ils se sentent pas
il faut qu'ils aient l'impression qu'effectivement, quand il y a le moindre doute, ils doivent communiquer avec l'informatique interne pour que l'informatique interne puisse vérifier si c'est pas un danger pour l'entreprise. Il ne faut pas qu'ils le cachent. Ce que font malheureusement beaucoup d'utilisateurs, beaucoup d'entreprises aussi le font tout simplement quand elles ont un incident. Elles préfèrent le cacher plutôt que de bien communiquer dessus. C'est une mauvaise pratique, très clairement. Donc le cœur de tout ça, c'est ce qu'on appelle, alors c'est un grand mot, mais c'est une liste de règles, c'est ce qu'on appelle une politique de sécurité. Il est essentiel de penser sa politique de sécurité. C'était déjà essentiel de le faire quand les utilisateurs étaient protégés par un périmètre, celui du réseau de l'entreprise. Quand ils sont à l'extérieur, chez eux, à la maison, avec du matériel personnel, un réseau personnel, c'est encore d'autant plus important qu'il y ait des règles qui régissent tout ça. Et ces règles-là, il faut les communiquer. Communiquer ces règles, communiquer les spécificités de la politique de sécurité appliquée à la pratique du télétravail. Là, j'ai listé quelques exemples d'usages qu'il faut expliquer et encadrer. C'est l'usage du VPN, c'est comment on s'authentifie sur les différentes ressources de l'entreprise. Et vous allez me dire, mais ça c'est déjà fait, mais je ne parle pas de l'authentification comme ils le font d'habitude, mais l'authentification, une fois de plus, adaptée dans le cadre du télétravail, leur expliquer ce que ça change et quels peuvent être les risques en plus. Les applications métiers, le stockage des données, j'en parlais, c'est quelque chose d'essentiel. La gestion des données confidentielles, associé à ça, il y a bien entendu des réglementations. Alors, bon, normalement, les réglementations, c'est déjà des choses qui sont censées être diffusées, le respect de la RGPD, des choses comme ça. Si c'est pas le cas, c'est d'autant plus important dans un mode télétravail où les gens peuvent se sentir avec un petit peu plus de souplesse, alors que vis-à-vis de la réglementation, il n'y en a pas plus, c'est le même mode. Il ne s'agit pas d'expliquer une politique de communiquer une politique de sécurité, il faut aussi donner les moyens de la comprendre. C'est-à-dire que bien souvent, les politiques de sécurité sont écrites de telle sorte que l'utilisateur lambda va pas tout comprendre. Donc il faut vraiment se donner les moyens de leur expliquer. Alors je ne parle pas de leur offrir la cybersécurité pour les nuls, hein, mais c'est quand même un peu ça. Il faut les sensibiliser, il faut leur faire comprendre avec les mots qui vont bien, parce que faut se rappeler qu'un utilisateur lambda, c'est pas quelqu'un qui est né nécessairement dans l'informatique et qui comprend pas tous les concepts. Et donc expliquer, c'est vraiment la base si on veut justement générer cette notion dont je parlais de culture de cybersécurité au niveau de l'entreprise. Il faut pouvoir générer la prise de conscience auprès de l'utilisateur que il peut être à l'origine d'un grave danger pour l'entreprise pour laquelle il travaille et générer donc de l'autodiscipline. Une fois qu'on a fait ça, déjà on a monté son niveau de sécurité, son curseur de sécurité de manière énorme. Quand on est arrivé à faire en sorte que l'utilisateur qui reçoit un mail réfléchit avant de cliquer, on a déjà, je pense, gagné pas mal de niveaux de sécurité. Et donc justement, ça c'est un des exemples d'explication, de communication que vous pouvez faire, c'est la sensibilisation à ce qu'on appelle le hameçonnage, le phishing. Donc le fait de recevoir un email qui tente de vous arnaquer, de vous faire cliquer sur quelque chose pour vous verrouiller. N'hésitez pas à utiliser différents outils. Alors chez WatchGuard, on a un service qui fait ça, qui permet de bloquer les clics qui sont vers des destinations malsaines et si l'utilisateur clique sur un tel lien, sur un tel mail, il va avoir un message qui est personnalisable où on va lui expliquer que c'était du hameçonnage et qu'il n'aurait pas dû cliquer, et on va lui mettre une petite animation qui lui explique ce que c'est que le hameçonnage. Donc il va lui expliquer il choisira la langue qu'il veut utiliser, donc français dans la plupart des cas, mais ça peut être aussi un utilisateur en France qui parle une autre langue. Donc on a cette animation dans différentes langues. Et puis, à vrai dire, il y a plein d'autres outils de sensibilisation à la cybersécurité qui existent. Pour vous donner un petit exemple, chez WatchGuard, on travaille avec une société
qui fait ce type de formation à la cybersécurité pour les utilisateurs, pas pour des spécialistes de cybersécurité. On pourrait penser que, comme c'est WatchGuard, on est déjà tous au point sur la cybersécurité. C'est pas vrai, on a des comptables, on a tout chez WatchGuard. Donc, je parle bien d'une formation pour des utilisateurs lambda sur faites attention au en mode quand vous êtes en télétravail, sur voilà les règles de l'entreprise en cybersécurité, etc. Donc ça a été mis en place chez WatchGuard. Je trouve ça très bien. Moi, je les ai suivis aussi. Alors, j'ai pas forcément appris grand chose à mon niveau, mais le fait de le faire pour tous les utilisateurs de l'entreprise va diffuser cette culture et je ne peux que le recommander. Nous, on travaille avec des gens qui s'appellent Nobifor, mais il y en a plein qui font des très bons contenus de formation, de sensibilisation sur ces différents sujets. Et donc, typiquement, chez WatchGuard, c'est un cursus imposé. Voilà, tout employé WatchGuard doit suivre ce cursus de sensibilisation à la cybersécurité dans le mode de télétravail, aux règles et aux politiques de l'entreprise spécifiquement. Pour avoir une équipe sous moi, s'ils le font pas, je reçois moi les alertes qui me disent que telle ou telle personne n'a pas encore suivi sa sensibilisation et doit le faire, par exemple. Donc ça, c'est typiquement une bonne pratique. Autre pratique à suivre dans le monde du télétravail, la séparation, et ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens beaucoup, même si parfois elle est difficile à réaliser, mais c'est un objectif, c'est la séparation des sphères pro et perso. Alors, dire comment on sépare les sphères pro et perso alors qu'ils sont chez eux. Déjà, tout bonnement, leur expliquer que quand on a des comptes et des mots de passe, on ne met pas les mêmes mots de passe sur son compte Facebook ou sur son login Windows. Vous allez peut-être trouver ça bête que je vous le dise comme ça, mais en l'occurrence, j'ai déjà rencontré des utilisateurs qui ont leur mot de passe traditionnel où ils changent juste quelques lettres, et que ça soit sur du Facebook, de l'Insta, du Windows ou la connexion VPN, ils vont mettre les mêmes mots de passe. Ça, pour un pirate, c'est du pain béni. Une fois qu'il a le mot de passe, il les essaye, il va passer à peu près n'importe où. Donc, c'est vraiment important de séparer ces deux sphères en termes de niveau de sécurité. Et puis l'autre chose, c'est la séparation physique des usages. Le matériel professionnel, c'est pour des usages professionnels. Le matériel personnel, c'est pour du familial. Et ça, je sais que la tentation, surtout pendant la pandémie, surtout pendant le confinement, aller prêter son ordinateur de travail à son enfant pour qu'il s'occupe et qu'il y ait des logiciels ou des jeux qu'il va pouvoir faire tourner sur la machine, c'est quand même assez tentant pour les occuper. C'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. La personne qui touche son portable d'entreprise, c'est l'utilisateur de l'entreprise et que lui. Il ne prête pas son PC. Et pareil, le matériel perso, c'est pour y mettre du perso dessus. On évite d'y mettre du professionnel. Alors oui, je sais qu'au mois de mars, c'était dur d'avoir des portables. Donc, beaucoup de gens se sont retrouvés à travailler sur leur matériel perso. Mais bon, maintenant, ça fait il y a 10 mois. Donc, j'espère que vous avez pu vous organiser et donner du matériel professionnel à tous vos télétravailleurs et essayer du coup de leur faire respecter cette règle-là. Je vais en reparler et expliquer le pourquoi par la suite. Quelques bonnes pratiques maison. Vous allez me dire, ça vous regarde pas, c'est de l'ordre du personnel, mais non en fait. Ça a un impact colossal sur le niveau de sécurité que vous allez avoir en télétravail. La personne à la maison, elle a un Wi-Fi. Si son Wi-Fi, elle a mis un mot de passe bidon et qu'elle se fait pirater, forcément, ça va avoir un impact sur la machine du travail qui va être connectée à ce même Wi-Fi. C'est une évidence. Donc, il y a des bonnes pratiques à respecter sur la sécurité de la clé Wi-Fi, du niveau de sécurité du Wi-Fi en tant que tel. Ça, il ne faut pas hésiter à diffuser cette information-là aux télétravailleurs, le plus digestement possible. Parfois, ça peut être même assez directif. Il y a même certaines entreprises qui tout simplement prennent en charge le Wi-Fi pour leurs télétravailleurs. C'est-à-dire que c'est eux qui vont mettre des bornes Wi-Fi. Donc on a ce type de bornes chez WatchGuard, qui vont mettre des bornes Wi-Fi qui se managent en cloud et qui vont apporter un niveau de sécurité.
avec un contrôle centralisé de ces bornes-là pour s'assurer déjà que tout fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de problème de productivité pour le télétravailleur, et puis ensuite qu'il n'y ait pas de tentative de piratage par ce biais-là. Et croyez-moi, on en voit. Là, vous avez peut-être pas suivi l'actualité cybersécurité, mais il y a un gros réseau de piratage qui est tombé il y a 2 semaines. Et c'était un logiciel qui, parmi plein d'autres choses, piratait également les Wi-Fi voisins. C'est-à-dire qu'une fois qu'il avait piraté un réseau quelque part, s'il y avait du Wi-Fi, il essayait de pirater les réseaux Wi-Fi voisins pour pouvoir pirater de proche en proche. Donc le piratage Wi-Fi est une réalité aujourd'hui. C'est pas, il faut s'en protéger. Bien entendu, recommander le changement des mots de passe par défaut, que ce soit du Wi-Fi, que ce soit de la box, que ce soit d'un peu tout. Ça, c'est une bonne pratique toute simple, mais qui est efficace avec des bonnes pratiques sur les mots de passe, la longueur des mots de passe, utiliser plutôt des phrases que des mots, ce genre de choses. Mais ça, vous avez, je vous ai pas fait de slide sur les bonnes pratiques de comment créer un mot de passe, mais vous en trouvez des millions. C'est probablement bien mieux que moi sur Internet. Également, une chose où on a l'impression qu'on fait de l'ingérence dans la maison du télétravailleur, mais c'est vraiment crucial, leur expliquer de faire leur mise à jour de leur système. Et quand on parle mise à jour du système, c'est pas que le Windows XP du matériel perso, hein, c'est aussi la mise à jour des box, la mise à jour des bornes Wi-Fi, la mise à jour de tout ce qui est un lien en fait avec le réseau pour le télétravailleur. Donc, ce sont bel et bien des mises à jour de tout ce qui est perso et bien entendu de tout ce qui est pro, mais tout ce qui est pro dépendant de l'informatique interne ou du prestataire qui travaille pour vous. Donc ça doit être forcément systématique. Mais il faut bien leur faire comprendre que, effectivement, si eux ne le mettent pas à jour, c'est bête, hein, mais quelqu'un qui utilise toujours des machines sous XP avec des failles sous XP, s'il se fait pirater, il est sur le même réseau que le portable d'entreprise qui sert au télétravail, et forcément le risque augmente de manière colossale. Donc ce lien est là. Alors, l'usage du VPN pour se connecter à l'entreprise, ça on va regarder un petit peu parce que forcément c'est quelque chose qui est beaucoup pratiqué et faut pas laisser penser que parce qu'on utilise un VPN d'entreprise, c'est bon, on est sécurisé. Il y a souvent ce raccourci-là qui malheureusement n'est pas bon. Le VPN, il va servir à quoi? Il va servir à relier l'utilisateur à l'entreprise, accéder des ressources de l'entreprise, une application métier qui est dans l'entreprise que auquel l'utilisateur doit accéder. Donc on va créer ce qu'on appelle un tunnel VPN, donc avec un logiciel sur le portable de l'utilisateur pour pouvoir donner ce lien tout en sécurisant les flux qui vont vers l'entreprise ou qui viennent de l'entreprise, parce que ce tunnel VPN va chiffrer les données et donc ces données ne seront pas visibles même si elles passent sur l'internet. C'est ça l'utilité. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'applications qui sont en mode SaaS, qui sont dans le cloud. Il n'est pas dit que le trafic passe par le tunnel VPN. On va regarder. C'est une possibilité de configuration, mais c'est pas la seule. Donc il y a aussi, on voit déjà rien que là que le fait d'utiliser un VPN, c'est un outil pour accéder à des ressources de manière protégée, mais c'est pas un outil pour protéger le télétravailleur en tant que tel. Pas complètement du moins. Donc dans quel cadre on va utiliser le VPN? Alors là, je vous ai mis un petit exemple du VPN WatchGuard en SSL. On ne va pas rentrer dans le détail du est-ce que SSL c'est mieux que IPsec ou lequel est plus performant, etc. Mais sachez que si vous avez des questions sur ce sujet-là, je pourrais y répondre. Le VPN, il faut vraiment l'encadrer. On va utiliser un VPN, ce qu'on appelle un VPN nomade, hein, donc c'est un utilisateur qui est un télétravailleur à l'entreprise, lorsqu'il s'agit d'un PC d'entreprise maîtrisé. Et j'y tiens énormément. Pourquoi? Parce que si vous mettez le VPN sur une machine perso, gardez une chose à l'esprit. La machine perso, vous ne la connaissez pas, vous avez 9 chances sur 10 qu'elle soit déjà verrouillée. Est-ce que vous avez envie d'ouvrir une porte entre une machine qui est verrouillée et votre entreprise? Le débat, il est là.
il est là. Et mettre un antivirus sur la machine perso, ça ne résout pas le problème. Ça réduit un petit peu le risque, et je dis bien un petit peu, mais si elle est toutes les machines qui sont verrouillées, bien souvent, il y a toujours un antivirus, mais l'antivirus apporte une première barrière, mais n'est pas suffisante. Donc, c'est pour ça que dans le cadre d'un contexte de télétravail avec la cybersécurité maîtrisée, le VPN, c'est sur un PC d'entreprise où on sait que c'est propre, on sait qu'il y a les bonnes protections et on va l'initier à partir de là uniquement. Ce VPN va permettre à l'utilisateur de travailler comme s'il était sur le réseau d'entreprise. Donc, c'est vraiment un confort. Une fois que le VPN est monté, il a l'impression qu'il est sur le réseau, c'est comme s'il l'était, en fait, d'un point de vue logique. Et donc, il va retrouver ses outils exactement de la même manière. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment un outil puissant puisque on va laisser l'utilisateur dans son même mode de travail que s'il était sur le réseau de l'entreprise. Donc ça, c'est aussi important. Il ne faut pas que ça lui donne la fausse sensation qu'il a la même sécurité, parce qu'on va le regarder et ce n'est pas le cas. Ça va permettre de synchroniser si vous avez un domaine Microsoft, donc ce qu'on appelle les GPO, qui sont des politiques qu'on pousse sur l'ensemble des postes en même temps, et des scripts Microsoft. Donc ça a plein de bienfaits en termes de réseau, et ça va permettre d'authentifier aussi l'utilisateur avec le même compte que ce qu'il a habituellement quand il est sur le réseau. C'est extrêmement pratique. Dans certains contextes, ça va permettre la sécurisation des flux avec les fonctions de sécurité de l'entreprise. On va le regarder. C'est pas forcément toujours le cas, mais effectivement, le VPN passant probablement par un pare-feu, par un firewall, comme un firewall WatchGuard, on va pouvoir appliquer les mécanismes de sécurité du firewall appliqués à ces flux-là qui viennent du télétravailleur et qui rentrent sur le réseau de l'entreprise. Alors, est-ce que ça protège du surf Internet? Là, justement, il y a entre guillemets un petit souci, c'est que bien souvent, l'utilisateur n'en a aucune idée. Il n'en sait rien parce qu'en fait, l'informatique interne ne lui a pas expliqué quel était le cadre de son VPN. Dans certains cas, le VPN est effectivement le moyen par lequel il va surfer. Il va rentrer dans le VPN, il va arriver au niveau de l'entreprise et du pare-feu de l'entreprise. Le pare-feu va sécuriser les flux et lui permettre ensuite de ressortir sur Internet et de surfer. Mais ça, c'est un mode de configuration qui, d'expérience en tout cas, n'est pas le plus courant. Bien souvent, le VPN ne va servir qu'à sécuriser les ressources internes de l'entreprise et ensuite, le PC va accéder directement à Internet quand il a besoin d'aller sur Internet. Et quand c'est le cas, bien entendu, le pare-feu n'est plus là pour sécuriser les flux qui vont sur Internet. Donc, il faut d'autres systèmes de sécurité. Et qui plus est, même dans l'autre cas, dans le cas où tout le flux passerait dans le VPN pour être protégé par le firewall, ça n'est le cas que quand le VPN est actif. Quand le VPN n'est pas lancé, quand l'utilisateur n'a pas démarré son VPN, l'utilisateur accède à Internet directement. Donc, bien entendu, il va falloir mettre d'autres protections. Et c'est ce qui me pousse à vous dire que non, l'utilisateur qui a un VPN, ça ne veut pas dire qu'il est sécurisé de A à Z, loin de là. Il ne faut pas confondre en fait le moyen qu'est le VPN pour accéder à des ressources et ce que ça va apporter. Donc mettre en œuvre le VPN ne suffit pas. Je vous prends un autre exemple. Imaginez notre utilisateur qui a son accès VPN à l'entreprise, qui au même moment surfe sur Internet, va aller sur un site de téléchargement illégal et va se prendre un virus. À l'évidence, le virus il va pas rester sur le poste, il va tenter de rentrer sur le réseau d'entreprise. Bien souvent, donc là je parle, je ne sais pas s'il y a des administrateurs réseau, si on a, vous pouvez lever le doigt dans le petite interface de questions. Je serais curieux de savoir quelles sont les règles de sécurité que vous avez dans le VPN. Parce que d'expérience, j'ai vu malheureusement énormément de tunnels VPN configurés avec des règles qui laissent tout passer. On considère que c'est le télétravailleur, donc on a confiance. On voit bien dans ce cas-là qu'au contraire, il faut considérer qu'on n'a pas confiance, même si c'est le télétravailleur, des flux qui arrivent. Donc il faut sécuriser, il faut que le firewall qui est au bout du VPN et qui protège l'entreprise sécurise ces flux. Et donc il faut y mettre de l'antivirus, il faut y mettre tout un tas de techniques de sécurité pour sécuriser ces flux-là, parce qu'on voit que ça peut être dangereux. Donc il y a des risques de rebond d'infection ou d'attaque réseau tout simplement. Il y a d'autres risques sur des VPN, les risques de vol de mot de passe, on va en reparler.
Et puis, bien entendu, notre télétravailleur, s'il reçoit au même moment du hameçonnage avec une arnaque dedans, s'il clique et qu'il se fait verrouiller, qu'il se fait pirater, une fois de plus, ça va pouvoir rebondir via le VPN. Donc on voit bien que le VPN, c'est pas la solution en tant que telle, c'est un outil. Il est important dans le contexte, mais il y a plein de choses à mettre en œuvre. Donc il est également important de sensibiliser sur l'ensemble du réseau du télétravailleur. Parce que là, je vous ai pris le cas simplifié de quelqu'un qui est avec son PC pro, son portable professionnel qui est connecté en VPN à l'entreprise. Mais bien souvent, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, s'il va y avoir quelqu'un sur le même réseau avec son PC perso qui va faire ce téléchargement, qui va être en Wi-Fi avec l'autre personne qui télétravaille et qui a son PC pro. Et là, de la même manière, une infection peut se propager. Vous voyez l'importance de toutes les bonnes pratiques que je vous ai dit avant sur le Wi-Fi, sur les mises à jour des box, sur tout ça, sur le fait que sur le PC perso, ça serait bien qu'il y ait un antivirus quand même. Donc tout ça, c'est vraiment, on voit que c'est une chaîne complète. Et si on veut qu'elle soit sécurisée, il faut sécuriser l'ensemble. Donc, je vous le disais, ça c'est le slide un petit peu pénible pour les gens qui ne sont pas de l'informatique, mais vraiment, si vous êtes administrateur du pare-feu de l'entreprise ou si vous êtes en relation avec le partenaire qui gère votre pare-feu d'entreprise, vérifiez à tout prix qu'il n'y a pas une règle qu'on appelle ENI, c'est-à-dire qu'il laisse tout passer dans le VPN, mais que justement, on ait des règles adaptées sur le VPN pour surveiller ces flux-là, pour les vérifier en termes de sécurité. Et pas juste une règle, tiens, ça vient du télétravailleur, je laisse tout passer. Ah non, on a bien vu que ça pouvait être dangereux. Donc ne laissez passer que les flux qui sont strictement nécessaires. Par exemple, si le VPN sert à accéder à un seul serveur, laissez les flux aller que vers ce serveur-là et que les flux en question. C'est une pratique bête, mais voilà, tout simplement. En 2015, on a eu, vous avez peut-être suivi, il y a eu un piratage assez conséquent qui avait fait beaucoup de bruit, qui est le piratage de TV5 Monde. Tous leurs réseaux sociaux diffusaient de la propagande djihadiste suite au piratage, plus de production d'images, toute la diffusion mondiale de TV5 Monde était interrompue. Ce piratage, il s'est fait comment? Tout simplement, un accès VPN d'un sous-traitant de la chaîne qui s'est fait voler. Donc le login, le mot de passe du sous-traitant qui a été récupéré. Alors on imagine assez facilement comment ça s'est passé, probablement du hameçonnage du sous-traitant, un mail qui lui a soutiré l'information. Et tout ce que je vous ai indiqué avant a découlé de ce piratage d'un simple VPN. Donc très clairement, ça n'est pas non plus parce que l'utilisateur utilise le bon login, le bon mot de passe pour lancer son VPN que c'est forcément le bon utilisateur. Ça peut être volé. Si on regarde aujourd'hui sur le net et notamment sur la partie du net qui s'appelle le dark web, donc la partie un peu cachée, un peu noire comme dit le nom, les mots de passe de vos utilisateurs sont probablement déjà connus ou les mots de passe d'une certaine période de vos utilisateurs sont probablement connus. On a un outil qui permet de le détecter. Alors là, je vous ai mis un petit exemple d'article de presse qui en parle, mais bon, ça devient quand même maintenant très connu. Sur le Darknet, on avait trouvé une base d'identifiants d'1,4 milliard de mots de passe, donc imaginez. Là, sur le malware qui a été démantelé il y a 2 semaines, pareil, ils ont trouvé une base de login et de mots de passe. Vous pouvez aller sur le site de la police danoise, vérifier avec votre email, savoir si justement vous avez été piraté ou pas. Donc ça, il y a des milliards et des milliards de mots de passe qui traînent sur Internet maintenant, qui ont été volés suite à différentes failles. Hein. C'est pas forcément volé chez vous. Ça peut être, par exemple, là, vous voyez, si vous avez un compte LinkedIn, LinkedIn a laissé fuiter 100 millions de mots de passe en 2017. Donc, si c'est un de vos mots de passe, il a été connu. Si aujourd'hui, vous utilisez toujours ce même mot de passe ou un dérivé de ce mot de passe ou un mot de passe qui ressemble, bien entendu, pour les pirates, vous leur facilitez la vie.
Donc chez WatchGuard, on a un petit outil quand vous créez un compte entreprise chez WatchGuard qui vous permet de vérifier si vous avez été piraté. Donc ça s'appelle le Dark Web Scan. Vous rentrez votre nom de domaine et ça va vous générer un rapport en vous indiquant qui sont les utilisateurs qui sont potentiellement à risque, en vous expliquant d'où sont venues les fuites. Donc c'est un petit rapport quand même bien pratique qui peut vous permettre d'être proactif vis-à-vis de vos utilisateurs pour leur faire changer des mots de passe ou au moins communiquer avec eux. Et le principe est tout simple, hein, on va chercher dans ces bases-là qu'on trouve sur le dark web, qui sont pour certaines publiques, pour d'autres payantes. Et quand on cherche dans ces bases, on est capable de vous dire si effectivement dans votre entreprise il y a un risque ou pas. Désolé pour la sonnette. Donc là, par exemple, vous avez un exemple de rapport. L'authentification multifacteur, c'est un mécanisme qu'il faut mettre en place aujourd'hui pour éviter ce genre de choses. C'est un mécanisme qui va vous permettre d'avérer l'identité de vos télétravailleurs. Je vous demande juste 20 petites secondes. Excusez-moi, je reprends, mais il fallait que je fasse couper cette sonnette, sinon on ne l'aurait pas arrêtée. Donc là, la problématique, c'est qu'effectivement, comment on fait pour sécuriser un VPN dont le mot de passe aurait été compromis et où on ne le sait pas. C'est le rôle de l'authentification multifacteur. On va avérer l'identité, pas uniquement sur le login et le mot de passe, mais on va avérer l'identité également sur quelque chose que l'utilisateur possède, donc notamment son smartphone, sur lequel il va se loguer avec son empreinte, avec un Face ID, et qui va lui permettre de valider que c'est bien lui qui est en train de s'authentifier, soit en VPN, soit sur d'autres ressources dans l'entreprise. Donc le fonctionnement, il est très simple. On va avoir en fait un logiciel sur le smartphone qu'on appelle un token logiciel en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait ça simule, je ne sais pas si vous avez déjà vu les tokens physiques, donc les petits gadgets qui ont des codes qui défilent dessus. Donc ça simule ça en fait tout simplement, mais avec un logiciel sur le smartphone. L'application est toute simple, elle est en français et elle va permettre de valider par un simple push une connexion. Par exemple, je monte mon VPN, je mets mon login, je mets mon mot de passe, et sur l'application, on va me demander déjà de valider que c'est moi, donc je vais déverrouiller le téléphone, je vais déverrouiller l'application avec mon empreinte, et là, ça va me demander si c'est bien moi qui essaye de monter la connexion VPN, tout simplement. Ça peut aussi permettre, la même application peut aussi permettre de sécuriser un login Windows, c'est-à-dire que pouvoir se loguer sur son portable d'entreprise, on va
valider aussi avec son téléphone la connexion au login Windows ou Mac, ça marche sur les deux. L'authentification multifacteur, depuis le télétravail, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment indispensable. C'est ce qui va vous permettre de ne pas faire confiance dans le fait que un utilisateur ou un pseudo-utilisateur dispose du bon login et du bon mot de passe. Ça ne doit plus suffire. On ne doit pas faire confiance, ce qu'on appelle de manière un peu barbare le zero trust. Et on doit appliquer ce type d'authentification à toutes les ressources. En fait, là, je parle du VPN, mais quand vous allez vous connecter à une application qui est en cloud, c'est le même principe. Pourquoi est-ce qu'on ferait confiance sur le fait que c'est le bon utilisateur sous prétexte qu'il a le login et le mot de passe? Donc, on va rajouter cette authentification multifacteur sur l'ensemble des ressources de l'entreprise auxquelles on peut le faire. Donc, ça va être les applications SaaS, le VPN, les équipements de sécurité, les postes de travail. S'il y a des bureaux virtuels de travail également, on va l'appliquer là. Et ce faisant, on va monter considérablement le niveau de sécurisation du télétravail et empêcher que des pirates, peu importe où ils sont, puissent réutiliser des choses qu'ils ont volées. L'authentification forte, c'est aussi quelque chose qu'il faut prôner pour le perso. Alors, c'est un peu un paradoxe ce sujet-là, parce que bien souvent, les utilisateurs ont plus avancé côté perso que côté pro, tout simplement parce qu'ils ont déjà ce type de système avec leur banque, qui peuvent déjà l'avoir aussi avec leurs emails. Bon, à titre personnel, j'utilise Yahoo. Je ne peux pas me connecter sur un poste et lire mes emails Yahoo sans le valider avec mon téléphone. C'est déjà un système que j'ai. Également, tout ce qui est réseaux sociaux, on peut le faire, Facebook, Instagram, etc. On peut mettre de l'authentification forte. En l'occurrence, l'outil WatchGuard, qui s'appelle Hotpoint, permet de faire les deux, à la fois l'authentification professionnelle et à la fois sécuriser l'authentification pour les comptes perso. Et toujours le même principe, s'il y a des failles côté perso, ça peut être dangereux pour le côté pro. Donc effectivement, diffuser ce genre de bonnes pratiques est quelque chose d'important. Pour votre information, l'outil Hotpoint utilisé pour des usages perso est gratuit. Vous pouvez le télécharger, faire de l'authentification forte comme moi je le fais. Ça, c'est en fait un screenshot de mon Hotpoint. Ils peuvent se mettre à sécuriser leur Facebook, leur Instagram, leur Google, etc. Avec cette application-là. Ce qui manque également souvent au niveau de la sécurité du télétravail, c'est un peu la visibilité. On ne sait pas ce que font les utilisateurs une fois qu'ils sont en dehors du réseau. Pareil, là-dessus, il y a des outils, notamment chez WatchGuard, vous en doutez, un outil qui s'appelle DNS WatchGo qui va pouvoir vous faire des rapports sur les sites visités quand les gens sont, alors je parle bien de leur matériel pro, ce qu'ils font quand ils sont sur leur matériel perso ne nous regarde pas, mais ce qu'ils font sur leur matériel pro, par contre, ça vous regarde. C'est du flux, c'est considéré comme du flux d'entreprise, et donc vous pouvez le voir, et le limiter. Si vous ne voulez pas qu'une personne aille sur des sites à caractère pornographique sur le matériel professionnel, c'est votre droit et vous avez le droit de bloquer ce type de flux. On me pose souvent la question, et ce sera le dernier sujet, du PC perso pour un usage pro. Est-ce qu'on peut le faire? Parce que c'est quand même assez coûteux de donner des portables, d'assurer toute l'infrastructure à la maison de tous les télétravailleurs. Donc, si on peut utiliser leur PC perso, c'est quand même plus facile. Je pense que vous avez une petite idée de ma réponse de ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut vraiment considérer que s'il y a un PC perso, il est probablement déjà verrouillé. Il faut vraiment avoir ça en tête. Il ne faut pas se poser la question autrement. On va vous dire, ah non, peut-être que l'utilisateur il fait attention, c'est bon, on va pouvoir y aller. Non, probablement que le PC perso, il a pas forcément un virus, mais il peut être contrôlé à distance par un pirate, il y a plein d'autres choses. Donc il y a néanmoins des choses qu'on peut faire, notamment à travers des bureaux de travail virtuels. Alors on ne recommandera pas à l'entreprise de faire ce qu'on appelle publier ces bureaux virtuels directement en public sur Internet. Il y en a plein qui le font. C'est un piratage sur deux, très clairement. C'est catastrophique en termes de pratiques de sécurité. Mettre du RDP, mettre du bureau virtuel directement venant de l'entreprise sur Internet pour que les utilisateurs s'y connectent à distance,
c'est très 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 mauvais. Donc on passera par ce qu'on appelle un portail d'accès. On a ça chez WatchGuard sur nos boîtiers, mais il y a plein d'autres solutions qui le font. Et en plus de ça, vu que c'est un bureau, c'est un portail qui va donner les différentes ressources auxquelles on a accès, on va pouvoir le sécuriser également avec de l'authentification multifacteur. Se dire que les mots de passe classiques ne peuvent pas suffire dans ces conditions, du fait des vols de mots de passe, il y a de fortes chances que le PC perso y ait ce qu'on appelle un keylogger. Un keylogger, c'est quelque chose qui enregistre les frappes de clavier. Donc, qui va permettre de savoir quel est le mot de passe qu'utilise l'utilisateur s'il se connecte à une ressource de l'entreprise. Donc, vous voyez que là, dans ce contexte, l'authentification multifacteur a encore beaucoup plus de sens. Et puis non, un antivirus ne suffit pas pour sécuriser ces machines-là, pas du tout. Alors, je vous ai mis quelques exemples de vulnérabilités justement sur ces bureaux virtuels, sur du RDP. Ça, c'est une faille hyper connue qui a été utilisée énormément par les pirates et qui explique pourquoi justement on ne doit pas mettre de connexion de bureau virtuel comme ça en public. Donc ça s'appelle Bluekeep, c'est un joli nom pour une vulnérabilité et tout simplement, pour vous donner un petit exemple, c'est comme ça que Fleury Michon s'est fait pirater en France. Ils avaient un RDP public non protégé en disant bon c'est sur Azure, hein, tout va bien. Non, faut aussi mettre un firewall, faut mettre un portail d'accès pour sécuriser ça avec de l'authentification multifacteur, sinon c'est à risque. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site de l'ANSSI, donc l'ANSSI c'est l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, donc le gouvernement français, dans un de ces rapports, ils indiquaient bien que les vulnérabilités RDP, donc ces bureaux virtuels, constituent une des plus grosses sources d'attaque. Donc à ne pas faire, et puis si possible, éviter d'utiliser les machines perso, tout simplement. La protection du poste de travail professionnel, pour résumer, elle doit également monter en termes de curseur. Donc, je vous l'ai dit, un antivirus, ça suffit pas, mais il le faut, et si possible à jour. On va rajouter d'autres mécanismes comme de la détection comportementale, des techniques antivirales avancées, ce qu'on appelle de l'EDR. On va rajouter, bien entendu, vous l'avez compris, de l'authentification multifacteur. On va rajouter de l'anti-hameçonnage, empêcher l'utilisateur d'être arnaqué par ses mails. Et on va rajouter du filtrage d'URL pour l'empêcher d'aller sur des sites qui peuvent être compromis. Donc on va faire comme dans un réseau d'entreprise, on va considérer que la machine, il faut monter le curseur de sécurité le plus possible et avoir un peu de visibilité sur ses flux. C'est comme ça qu'on va sécuriser le télétravailleur. On a un bundle chez WatchGuard qui s'appelle Passport qui reprend tout ça, qui comprend l'antivirus avancé, l'authentification multifacteur, le filtrage, l'anti-hameçonnage et le filtrage d'URL. Donc qui s'appelle Passport. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter votre partenaire Promosoft qui vous détaillera le contenu. Petit slide de fin, une petite checklist sur le télétravail qu'on a à disposition. Donc vous pouvez la demander, Aurélien. Je pense qu'on pourra la mettre à disposition si les gens le souhaitent pour une checklist, savoir si on est bien préparé pour passer en télétravail ou si on est bien préparé pour être en télétravail tout simplement. Donc voilà, j'en ai fini. Désolé pour la petite sonnette, mais il fallait absolument que je l'arrête, sinon elle aurait continué en permanence. Du coup, ça a rallongé un petit peu le webinaire pour rien, mais toutes mes excuses. On vous met là les différents contacts, donc qui seront aussi sur la vidéo YouTube parce qu'on va la conserver. Et puis, si vous avez des questions, on peut essayer d'y répondre. Merci Pascal pour cette intervention riche en exemples. Alors, avant de passer à la séance de questions-réponses, si certains d'entre vous doivent nous quitter pour impératif, déjà merci de votre présence aujourd'hui. Si vous avez besoin de renseignements dans les prochaines heures, les prochains jours, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez aussi besoin d'évaluation, par exemple, du niveau de sécurité de votre système informatique, on sera là pour y répondre et pour s'y pencher. Donc, je vous invite à vous rapprocher dans ce cas-là de votre contact commercial habituel. Et si vous n'avez pas de contact commercial habituel, vous avez du coup nos coordonnées qui apparaissent. Ce sera un plaisir pour nous de faire connaissance. Pour les autres, je vous propose de poser vos questions. Pour cela, je vais activer vos micros.
De votre côté, vous devrez aussi le faire et si besoin, vous pouvez aussi passer par le chat pour nous poser vos questions. Nous vous écoutons.